power. Rania Ougassi, bonjour. Merci d'accepter l'invitation du syndicat des quartiers populaires de Marseille qui, au lendemain du confinement, s'est interrogé sur le bouillonnement solidaire qui existe dans notre ville et les multitudes de stratégies collectives mises en œuvre par les militants et les militantes des quartiers populaires. Très vite, on a senti la nécessité de nous diriger vers les militants et les militantes pour recueillir ce bouillonnement, cette effervescence, leurs propositions aussi pour transformer radicalement ce système. Aujourd'hui, avec toi, Rania, on va parler égalité des droits et quartier populaire. Mais avant, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors bonjour, je suis Rania Ougassi, je suis mère de 4 enfants, mariée, j'habite le quartier d'Herbel. Alors le quartier d'Herbel, c'est un quartier populaire, 1200 familles, 5000 habitants et je suis responsable associative depuis 5 ans maintenant. Voilà. Et en fait, l'engagement justement au niveau de l'aide apportée aux habitants, et de l'aide en général, ça c'est quelque chose auquel j'ai été vraiment sensible très tôt parce que j'ai un parcours professionnel dans le social et aussi très tôt j'ai appris le pouvoir des mots, le pouvoir de maîtriser les codes, la langue, l'écrit et ça c'était une évidence de le mettre à profit autour de moi. Voilà. Alors aujourd'hui, Rania, concrètement, qu'est-ce que vous faites à Herbel pour pallier à cette situation? Alors, donc en tant que responsable associative, donc déjà je tiens à dire que je ne suis pas la seule, on travaille en partenariat, les associations qui sont restées sur Herbel ouvertes et qui sont à l'initiative des habitants. On a l'habitude déjà de collaborer en temps normal. Et là, la collaboration s'est intensifiée, c'est-à-dire on a vraiment créé un partenariat où on s'est consulté, où on a essayé de très vite cerner les besoins. On a recoupé nos listes, on a vraiment travaillé de manière assez professionnelle. Voilà, on est vraiment des gens ici de la société civile, on est des mères de famille et on s'est vraiment très vite organisé avec du bon sens et voilà, un sens, vraiment une envie d'aider. Donc ça s'est fait vraiment tout naturellement. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on recense justement les familles dans la difficulté. C'est constituer des systèmes de cagnotte par des bénévoles et par des donateurs sur le quartier. Ensuite, on se charge d'aller sur des centrales d'achat pour faire des achats de masse pour que justement gagner au niveau des coûts. Et du coup, on constitue des paniers repas qu'on donne aux familles qu'on a identifiées en difficulté. Donc, on est sur Herbel, mais il nous arrive aussi d'être sollicité au-delà d'Herbel. Donc, ça, c'est important. Parce que pour nous, quelqu'un qui est dans le besoin dans Herbel ou ailleurs, ça reste une personne, une famille en détresse. Donc la priorité, c'est l'alimentaire, c'est clair. Après, si on peut, on fait aussi des produits d'hygiène. Parce qu'il est hors de question que les familles choisissent entre se nourrir ou se laver ou laver le linge. Enfin voilà, on essaie vraiment de leur permettre d'avoir quand même de prendre soin d'eux, quoi. Parce que c'est aussi important que de manger. Ensuite, on imprime les attestations qu'on met à disposition des gens. On imprime aussi les devoirs pour les écoliers, les collégiens qui reçoivent leur travail par Internet et qui n'ont pas d'imprimante. Il nous est arrivé aussi de faire de l'actualisation Pôle emploi pour les gens qui font des demandes de chômage partiel. Voilà. Voilà, en fait, on est à l'écoute, on a vraiment cette réactivité parce qu'on est sur le terrain et on est vraiment proche des gens et tout de suite, on capte leurs besoins et on essaie d'y répondre. Quelle critique tu fais aujourd'hui sur les politiques publiques qui sont absentes sur Herbel? Alors, le problème, c'est qu'il y a eu un temps de réactivité trop long. Et ça, c'est dû au côté technocratique qui est ancré dans les mentalités de nos décideurs. Et ça, en période de crise, parce que notre cher président dit qu'on est en période de guerre, il faut revoir notre modèle de réflexion. Il faut aller vite, il faut être efficace.
dans la mesure du possible, s'appuyer sur les gens de terrain. Et ça, on ne l'a pas senti. On n'a pas senti qu'on ait été sollicité, on est vraiment sur le terrain, on a l'expertise. Voilà. Et en fait, on n'a pas eu le temps, nous, de s'interroger. On s'est de suite constitué en collectif entre nous et on est allé au front à l'urgence. On n'a pas attendu le temps que les procédures, que les gens réfléchissent à comment on va faire. Non, on n'en est pas là. Il faut y aller et puis il faut faire les choses comme il faut. Alors, il y a des choses qui ont été faites, mais au bout d'un mois, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, quelle est la place des pouvoirs publics à Herbel? Alors, les pouvoirs publics et Herbel, c'est une longue histoire. En fait, on n'a jamais compté sur eux depuis 20 ans, 25 ans. On n'a pas pu se reposer sur eux parce que Herbel, c'est un quartier populaire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas français, donc qui ne votent pas. Clairement, on n'est pas intéressant. Pendant longtemps, on n'a pas été intéressant parce que c'est des gens qui ne connaissent pas leurs droits, donc du coup, qui ne revendiquent pas, donc qui sont vraiment dociles. Donc, voilà, ils sont là, mais voilà, ils vivent et puis ils ne demandent rien et on leur accorde rien. Pendant longtemps, ça a été ça. Preuve en est, l'histoire qui a fait remarquer Herbel, cette histoire de légionellose, pendant plus de, je pense, 20 ans, hein, on peut le dire, il y a eu de la légionellose dans les tuyaux d'Herbel. La légionellose, je rappelle, c'est une maladie potentiellement mortelle et qui a tué sur Herbel. Et ça n'a ému personne, ni au niveau de l'ARS, ni au niveau des services de l'État. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, il faudra creuser la question. Donc, très vite, nous, on a appris à faire sans les pouvoirs publics. La preuve, c'est qu'on s'est organisé en ne demandant rien à personne. Voilà. Et donc, ça, cette histoire de Légionella Herbel, c'est très révélateur parce que au début, quand on a attiré l'attention des pouvoirs publics, on nous disait « Ah oui, mais c'est un site privé ». Sauf que non, les gens qui vivent sur ce site privé, c'est des citoyens. Et des citoyens et des administrés et des gens qui méritent la protection de l'État. On n'est pas la propriété d'une ISIL ou d'Erilia, on n'est pas du bétail. Donc ça, ce côté, moi personnellement, ça m'a choqué. Qu'on réponde « Ah ben non, on ne vient pas regarder parce que c'est un site privé ». Mais nous, on n'est pas privés, on est des citoyens. D'accord? Donc moi, vraiment, j'ai été choquée et c'est ce qui m'a un peu mis la rage pour ne pas lâcher l'affaire. Oui, on mérite autant de protection que les habitants du 8e. Ou d'un autre quartier. Donc voilà, les pouvoirs publics, alors ils sont là, mais il faut les tirer, faut leur faire coup, il faut les menacer, il faut les faire remarquer médiatiquement, il faut les menacer de procédures juridiques pour que les pouvoirs publics se disent ah oui là quand même, voilà. Donc ça c'est du vécu. Après, comme je dis à mes adhérents qui n'y croient plus, hein, d'ailleurs, qui sont vraiment fatalistes, et enfin, les habitants d'Herbel me disent, mais tu sais, c'est perdu d'avance, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Je leur rappelle une chose que j'aime à dire, de tout temps, les droits, personne n'est venu nous les donner. On ne vous donnera jamais vos droits. Personne ne viendra taper à votre porte en disant, vous savez, vous avez droit à ça. Les droits, il faut les chercher avec les dents. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution. Ça s'est jamais vu qu'on vienne et qu'on vous dise vous avez droit à ça, vous avez droit à ça. C'est à vous d'aller. D'ailleurs, on le dit bien voilà, il faut connaître la loi, quoi, parce que sinon c'est tout pour nous. Il n'y a personne qui va nous dire voilà. Donc ça c'est important. Et ça c'est vraiment, on le remarque, c'est vraiment une désillusion qui est propre aux habitants des quartiers populaires. Ils n'y croient plus. Et pour eux, c'est une fatalité. Et après, ça devient une normalité. C'est-à-dire, oui, mais c'est normal. Moi, on m'a dit, et ça, j'ai été choquée, une dame me dit, mais tu sais, tu habites un quartier populaire, une cité, c'est normal que tu aies de l'amiante, de la légionellose. Pardon? Enfin, je ne suis pas logée gratuitement et puis je suis un être humain. Voilà ce qui est inséré dans le cerveau des gens des quartiers populaires. De toute façon, estimez-vous heureux, vous avez de l'eau chaude et un chauffage. Voilà, c'est déjà beaucoup. Bon, non, moi je suis désolée, mais on est des contribuables, on paye notre TVA, même si on n'est pas imposable, on contribue. Il y en a qui travaillent, il y en a qui payent des impôts, oui, à Herbel, il y en a qui payent des impôts. Voilà, on est des citoyens, on est des administrés et on doit être à égalité de droit avec tout autre individu en France. Voilà.
vient révéler de la société dans laquelle nous vivons? Alors, ce qu'elle a révélé, alors le confinement surtout, ça a été vraiment un filtre révélateur. Vraiment, c'est ça. On a pu voir des choses qu'on ne voyait pas avant, en situation normale. Et on a pu voir tous ces invisibles, en fait, qui étaient laissés sur le bord de la route, quoi, en marge, qui étaient sous les radars, les gens sans papier, les réfugiés, les gens qui habituellement font du travail noir pour aider, quoi, au niveau subvenir aux besoins du foyer. Et là, tout ça, ben, c'est fini, quoi. Ils ne peuvent plus à cause du confinement. Ben, les gens, en plus, tout est à l'arrêt, donc même les gens qui étaient en cours de régularisation, enfin, c'est compliqué parce que tant qu'on n'est pas régularisé, ben, on n'a pas droit aux minima sociaux. Enfin, et tout ça, et honnêtement, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Vraiment, je suis assez surprise de voir tous ces gens-là qu'on n'a pas l'habitude de voir, ben, parce que voilà, ils restent discrets dans une situation normale. Et là, vraiment, on a pris conscience du fossé, quoi, qu'il y a entre les catégories de population. Et ça, je pense qu'à sortir du confinement, il faudra vraiment s'attaquer au problème et de manière officielle, et que nos dirigeants se penchent sur la question, parce que c'est juste pas possible, quoi. C'est des êtres humains, ils sont là, on peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Il faut régler le problème. Donc, comme je disais, soit s'il faut les régulariser, ben, ils sont là, et pour certains depuis longtemps, donc autant qu'ils participent à l'économie de manière officielle. Après, on a des gens, il faut essayer de comprendre, il faut qu'il y ait un maillage social plus important pour aider ces gens-là, et pas les laisser confronter eux-mêmes, parce qu'après ça peut dégénérer. Après on a je veux dire, ça mène à des situations compliquées et qui sont très difficilement rattrapables. Donc vraiment, et puis voilà, et aussi on voit ceux qui sont au-dessus et que ce confinement ne touche pas parce qu'ils sont bien à l'aise financièrement, et ceux qui le sentent. Et ça aussi, ce fossé, pour moi, il est inacceptable. Je veux dire, il y a un écart trop important entre, je vais parler crûment, entre les gens qui se gavent et puis les autres qui n'ont rien. Parce qu'on en est vraiment là. Quand je dis ils n'ont rien, j'exagère pas. Voilà. Donc il y a un souci, quoi. On est en 2020, c'est juste pas concevable pour moi qu'il y ait des voisins, des gens près de moi qui ne mangent pas leur faim. Ça, c'est juste pas possible. Voilà. Donc comment on fait pour après, je suis peut-être un peu utopique, mais voilà, comment on fait pour éviter ça? On est en 2020 en France, la 5e puissance mondiale, c'est juste pas possible. Voilà. Si tu avais des messages à faire passer aux personnes qui nous écoutent, nous permettant de nous projeter au-delà de cette période, qu'est-ce que tu aurais envie de porter aujourd'hui? Il faut changer la façon de voir. Il faut que la justice sociale, que la distribution des richesses, il faut revoir tout ça. Mais vraiment, parce que si cette crise nous a rien appris, enfin, c'est dramatique, quoi. Il faut qu'on en tire les leçons. Je veux dire, on est tous égaux. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Les gens qui avaient de l'importance, les banquiers, les traders, ils sont où? Les premiers de cordée, ils sont où aujourd'hui? Qui on trouve? Ben, la France d'en bas. Les caissières, les livreurs, les cantonniers, voilà, tous ces gens-là. C'est eux, les petits, auxquels on n'accordait pas d'importance, parce que voilà, aujourd'hui on a l'impression qu'on a de l'importance suivant la fiche de paye, le montant de la fiche de paye. Ben non, c'est pas ça. Et ça, j'espère qu'il y en a qui vont percuter, parce qu'ils sont bien contents de faire leurs courses et de trouver des caissières qui s'exposent. Alors que les premiers de cordée, ben, je sais pas où ils sont. Voilà. Donc ça, il faut vraiment remettre les pendules à l'heure, et qu'on a plus besoin d'une caissière qu'un trader. Voilà, ça il faut... J'extrapole, hein, mais voilà, l'idée est là. L'idée est là. Voilà. Très bien. Tu disais que tu avais 4 enfants. Et qu'est-ce que tu espérerais comme autre société pourrait? Alors, déjà, j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut faire les choses avec sincérité. J'essaie de leur inculquer des valeurs de partage, de solidarité, parce que c'est une obligation. Enfin, aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas se permettre de jouer perso. Enfin, c'est ma conception, c'est ma façon de voir.
Après, c'est selon nos moyens, bien sûr, hein, mais au moins dans la démarche, ne pas se mettre des œillères et tracer sa route. Ça, c'est juste pas possible. Euh, il faut avoir de l'empathie, un minimum. On est tous des êtres humains, on aime les mêmes choses et on souffre des mêmes choses. Donc ça, de juger une personne au montant de sa fiche de paye, parce que c'est ce que je vois, c'est ce que je constate, c'est juste inadmissible, c'est plus possible. Euh, voilà, donc moi vraiment j'essaie qu'il y ait quand même cette bienveillance entre les individus qu'on avait perdue et qui revient aujourd'hui avec cette situation. On voit des choses très, très dures, mais des choses très belles aussi. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que on peut pas continuer à jouer perso. Euh, voilà. On ne peut pas ignorer son voisin qui est dans le besoin. Il faut tendre l'oreille. Je ne dis pas qu'il faut devenir Mère Teresa tout d'un coup, mais il faut tendre l'oreille et être à l'écoute des gens qui peut-être voilà, sont tout près et sont dans le dénuement, ou dans le besoin ou dans la détresse. Merci Rania, merci de cet entretien fort précieux, force et courage au collectif